Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du Buzz TV sur notre chaîne Figaro Télé. Nous sommes au Grand Palais à Paris pour les célébrations du bicentenaire du Figaro. Je suis accompagné de Damien Canivez. Salut Damien. Salut Nicolas. On commence à s'habituer à la beauté des lieux. Ça va être difficile de retourner rue de Provence la semaine prochaine. Ça va pas être facile. Je salue également le public prévu autour de nous sur ce plateau. Merci d'être si nombreux aujourd'hui parce que vous allez découvrir notre invité du jour. C'est une légende vivante et bien vivante de la télévision. Plus de 61 ans qu'il arpente les plateaux, lui qui a commencé la télé quand elle était encore en noir et blanc et qui est toujours là, plus fidèle encore que votre poste de télévision. Il a vu défiler plus de carrières que le périphérique ne voit défiler de voitures aux heures de pointe. À 83 ans, il continue d'aligner les émissions en adepte de la durée qu'il est. Il parle de la télé comme une drogue dure. Il promet même qu'il y mourra un jour. Les Français, eux, ont surtout l'impression qu'il y est né. Bonjour Michel Drucker. Bonjour On est Nicolas, bonjour Damien. Ravi de vous avoir avec nous dans ce magnifique endroit pour ce bicentenaire du Figaro si particulier. Alors j'ai une première question qui sera assez simple, Michel. Les 200 ans du Figaro, est-ce que au fait le Figaro est le seul capable de lutter avec vous en termes de longévité? J'ai vécu 63 ans du journal déjà. C'est pas mal, hein? Parce que moi je lisais déjà le Figaro dans les années 60, 65. Je suis un lecteur assidu. J'ai beaucoup de plumes que je lis régulièrement. Il y a au Figaro Magazine. Je lis régulièrement Guillaume Roquette, je lis régulièrement Alexis Brézé, et j'ai un conseiller politique. Comme j'adore la politique, quand je veux savoir où j'en suis, je demande à Yves Tréhard. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Yves Tréhard, excellent conseiller. Mais moi j'ai vécu... Pour moi le Figaro, c'est Zola, c'est l'affaire Dreyfus avec le J'accuse. Le Figaro, c'est des grandes plumes évidemment. Et puis c'est un journal incontournable. Oui, absolument, que vous continuez à lire évidemment. Régulièrement, et j'ai beaucoup aimé l'arrivée des pages roses. Ah, les pages saumon, vous voulez dire? Les pages saumon, les pages saumon où il y a souvent une rubrique télé très pointue. La rubrique média qui est assez pointue, effectivement. 1826 janvier, 15 janvier, c'est les 200 ans, c'était hier, effectivement. Je ne vais pas vous dire si vous vous en souvenez, Michel, vous étiez juste né à cette époque-là, vous lisiez pas encore, non? Pas encore, mais, c'était pas loin. J'ai découvert ce journal dans les années 60. Mes parents lisaient Figaro et puis j'ai découvert... Je peux vous raconter une anecdote. Allez-y. Qui a un rapport avec le journal. Il y a une star des médias qui doit tout au Figaro. Je vous donnerai son nom après. Il avait 17 ans, il distribuait le courrier, et à l'époque c'était M. Brisson, qui était le patron du Figaro. Il distribuait le courrier pour gagner sa vie, il n'était même pas étudiant. Et il avait repéré, il était un peu petit par la taille, il avait repéré que le grand patron, M. Brisson, venait soulager sa vessie à 11 h, tous les jours après la conférence de rédaction. D'accord. Et il s'est dit, tiens, je vais également y aller à la même heure. Et pendant des mois et des mois, il est venu... aux toilettes en même temps que le patron du Figaro. En même temps que le Et la position verticale, vous l'imaginez, et le patron du Figaro se penche un jour vers lui et lui dit, dites-moi, jeune homme, je vous connais, non? Votre tête me dit quelque chose. Et le jeune homme lui dit, ben voilà, j'ai remarqué, monsieur le président, que vous venez tous les jours à cette heure-ci. C'était une façon de vous parler, voilà, j'aimerais bien rester dans le journal. Alors, le grand patron, c'était monsieur Brisson, et le jeune journaliste, c'était Philippe Bouvard. Incroyable. Et il est remonté incroyable, oui, dans les bureaux, M. Brisson. Il appelé à DRH, il dit, il y a un gamin de 16 ans, vous l'engagez, c'est un journaliste. Génial, super histoire, je la connaissais pas du tout. C'est une idée incroyable. Ouais, très bonne idée de Philippe Bouvard. On va en parler, Damien, dans un instant, évidemment, de toutes ces anecdotes, de votre rapport au Figaro, Michel, et également de votre actualité télé. Ce sera après les news médias de Damien Canivez. Et on démarre ces news médias, Damien, avec Alain Duhamel, qui s'est exprimé sur l'affaire, qu'on appelle l'affaire, évidemment, Le Grand Cohen. Oui, alors c'est une affaire qui a fait l'effet d'une bombe médiatique. L'année dernière, souvenez-vous, le magazine L'Incorrect avait publié une vidéo où on voit les deux journalistes attablés avec des responsables du Parti Socialiste dans un bistrot parisien. Thomas Legrand a indiqué, je cite, qu'il allait s'occuper de Rachida Dati, sous-entendant qu'il allait lui barrer la route dans la course à la mairie de Paris. Cette séquence a suscité beaucoup de débats, dont un débat, celui de la proximité
des journalistes avec les politiques. Alors Alain Duhamel, qui est en retraite, mais pas vraiment, puisqu'il continue à apparaître aussi sur BFM TV, il s'est exprimé justement sur cette affaire auprès de nos confrères du Parisien. Ces déjeuners, ces dîners, eh bien, ça ne le choque pas. Ils sont même nécessaires, selon lui, pour mieux connaître les hommes politiques. Et il ajoute même, je le cite, « Je passe mon temps à déjeuner avec des politiques de toute tendance ». Pas par plaisir de partager un steak, non, mais parce que c'est essentiel. Michel, vous n'êtes pas journaliste politique, mais vous les avez reçus tous tout au long de votre carrière. J'ai déjeuné avec eux également. Exactement. Comment j'ai connu 8 présidents de la République, je les connais tous. Et il a raison, Alain Duhamel. Comment avoir des infos si on n'a pas un rapport direct? Moi, je déjeune régulièrement avec les chanteurs, avec les acteurs, avec les actrices, pour en savoir un peu plus. Et les politiques, pareil. Vous déjeunez avec eux, oui. Bien sûr. Moi, j'habite à 20 mètres du bureau de François Bayrou, que je vois régulièrement. Je croise régulièrement François Hollande. J'en ai reçu beaucoup. Il n'y a pas tellement longtemps, je recevais d'ailleurs Roselyne Bachelot. Non, c'est très important. Et moi, je déjeune non seulement avec les chanteurs et tous les artistes, mais avec leur famille. Ce qui m'a donné l'idée de faire l'émission Famille, je vous aime. Absolument. Qui va revenir d'ailleurs, je crois, bientôt. Oui, la prochaine a lieu au mois de juin, au moment de la fête des pères. La deuxième a eu lieu pendant les fêtes de Noël, puisque s'il y a bien une fête de famille, je vous aime, c'est bien Noël. C'est Noël, évidemment. Et les fêtes des pères et les fêtes des mères. Non, il a raison, Alain Duhamel. Comment avoir des infos si on ne les voit pas? Il faut les voir, évidemment. On termine ces news médias, Damien, avec Valérie Benaïm qui s'est exprimée sur cette maladie qui empoisonne son quotidien. Oui, c'est une séquence pleine d'émotions que la chroniqueuse de Cyril Hanouna nous a offerte cette semaine à l'occasion du Prime de la Vérité diffusé ce mercredi. Valérie Benaïm s'est livrée à cœur ouvert sur l'autospongiose. Alors c'est une maladie effectivement neurodégénérative dont elle souffre et qui provoque une surdité progressive. En larmes, la chroniqueuse a néanmoins rassuré tout le monde en indiquant qu'elle avait été opérée à temps, qu'elle avait récupéré également 80% de son audition. Néanmoins, elle précise qu'elle garde des vertiges en raison d'un implant qui lui a été posé et que son organisme a mal supporté. Michel, vous, évidemment, il y a cette réputation d'hypocondriaque que vous traînez. Il y a aussi ces opérations lourdes que vous avez subies, notamment la dernière. Moi, j'ai une maladie, en anglais, on dit ça workaholic. Workaholic, c'est-à-dire je suis un fou du travail. Accro du travail. Oui. Mais la santé, je connais, puisqu'il y a encore 2 ou 3 ans, à cette heure-ci, j'étais allongé sur mon lit de douleur à l'hôpital Georges Pompidou, car j'ai eu 2 opérations du cœur, à cœur ouvert en 2 ans, donc je sais ce que c'est. Et comment allez-vous aujourd'hui, Michel Drucker? Vous avez repris toutes vos capacités physiques? Je suis reparti pour encore 10 ans, 15 ans. À peu près. 200 ans, je crois pas. Mais bien sûr, j'ai plein de projets. J'ai vivement dimanche qui continue. Vous faites du vélo toujours? Je sais que vous êtes un grand sportif. Je fais du vélo d'appartement maintenant, parce que dans Paris, c'est un petit peu dangereux. Et je fais du rameur, parce que dans notre métier, il faut savoir ramer. Ça, c'est vrai. Et j'ai un coach, et je fais 1 heure de sport par jour. Bon. Et je ne bois toujours pas d'alcool. Et je ne fume pas. Et vous vous couchez toujours tôt? Oui, et même si je travaille dans mon lit, mais je me couche tôt. Je dîne tôt et je travaille tout le temps. Et comme j'ai promis à mes cardiologues de ne pas me coucher tard, tous les spectacles, je les vois en matinée, soit le samedi vers 17h, soit le dimanche à 17h. Vous êtes très organisé, Michel. Ouais. C'est fini, Damien, pour les news? C'est terminé. Il y en aura d'autres, évidemment. Dès demain, on passe tout de suite au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Michel Drucker. Le Figaro fête son bicentenaire, nous sommes au Grand Palais en public. On a parlé de ce point commun, Michel, entre vous et le Figaro, qui est la longévité, notamment évidemment. Mais je voulais savoir, vous, quel était votre lien avec la Figaro? Est-ce que c'est, par exemple, un journal de famille qui était chez vous quand vous étiez enfant ou adolescent? Est-ce qu'il est arrivé plus tard dans votre vie? Il est arrivé, quand je suis arrivé à la télévision, dans les années 60, 63, rue Cognac-G, par loin d'ici, oui. Mon premier réflexe, c'était la presse. Donc je lisais tous les journaux, je faisais un petit peu la revue de presse pour Léon Zitrone, qui était mon mentor, et je lisais tous les journaux, et le Figaro, et je me souviens, il y avait quelqu'un qui s'appelait Roland Mesmer, qui était une plume du Figaro. Alors je connaissais évidemment toute la rubrique sportive, mais le Figaro, c'était également le théâtre, le cinéma. La culture en général. Il y a eu toujours des grandes plumes dans le Figaro. Non, c'est un journal qui fait partie de ma vie, mais j'ai entendu l'autre jour M. Roussel du Parti communiste qui a dit « Ma journée commence où je lis l'Huma et le Figaro ». Pas mal, oui. C'est une bonne référence. C'est vrai que le Figaro, c'est un journal aussi qui a placé la liberté au centre de sa ligne éditoriale. Ça fait partie d'ailleurs du titre de cette exposition là qui se tient encore au Grand Palais aujourd'hui. Quelles sont les valeurs, vous, que vous partagez avec le Figaro? L'honnêteté. Je crois que les journalistes sont, même si c'est subjectif, l'honnêteté, mais
c'est un journal plutôt équilibré. Et c'est un journal où il y a toujours des grandes plumes. Parce que, bon, Gisbert, la liste des grandes plumes. On parlait de Marcel Proust, Colette, Jean d'Ormesson, bien sûr. Il y a quelqu'un qui a commencé sa carrière au Figaro qui était Bernard Pivot. Oui, exact, pareil. Oui. Là, ça, c'est grande plume. Mais la liste est très impressionnante. Finkielkraut, enfin, tous ont écrit dans le Figaro, qui est un journal incontournable. Et je suis très impressionné par l'ampleur de votre opération des 20 ans. Des 200 ans. 200 ans, Michel. 200 ans, c'est fou. Bah oui. Absolument. C'est pas tous les jours qu'on a 200 ans. Et les pages que vous lisez en premier, c'est quoi? Est-ce que vous précipitez sur la rubrique télé, médias, ou est-ce que c'est carrément autre chose, la politique? Ouais. La politique m'intéresse beaucoup. Ouais. Je lis les pages spectacles, les critiques cinéma, tous les papiers sur la télé, les pages saumon, les sports évidemment. Le Figaro est aussi attaché à des grandes manifestations sportives. La voile. La solitaire du Figaro. La solitaire du Figaro, c'est pour un marin. Un marin, c'est une référence, gagner la solitaire du Figaro. Absolument. Non, je lis tout, absolument tout, mais c'est vrai, j'ai une faiblesse pour les pages spectacles, des critiques littéraires également. Non, j'aimerais bien un jour aller au bouclage. Ah, très bien. Je vous inviterai au bouclage de TV Magazine si vous voulez, Michel. Vous avez fait la couverture 200 fois à peu près, donc vous viendrez quand vous voulez. C'est vrai que votre présence ici, Michel Drucker, est assez symbolique puisque pour les Parisiens ou les non-Parisiens d'ailleurs, nous sommes à moins de 200 mètres du studio Gabriel où vous avez pendant de très longues années enregistré. 43 ans, plusieurs décennies, vous avez enregistré là-bas Vivement Dimanche, juste derrière toutes vos émissions. Alors c'est vrai que pour le moment, vous êtes entre guillemets au chômage technique puisqu'il y a la Coupe d'Europe de rugby, mais vous allez revenir le 25 janvier prochain. C'est toujours un plaisir de recevoir les invités sur votre canapé rouge. Vous êtes toujours surpris par ce qu'ils peuvent vous confier? Oui, et à chaque fois, c'était l'émission nouvelle parce que je les connais bien, mais comme je vous l'ai dit, il suffit de regarder Famille, je vous aime. Je connais vraiment leur famille, mais vraiment leur famille. Au point même que lorsque je veux joindre Pascal Obispo, j'appelle sa mère. Quand je veux des nouvelles de Bruel, j'appelle sa mère. Elle sait toujours où ils sont. Je connais les familles par cœur. Et la famille Souchon, la famille Woolsey... je les connais vraiment très très bien et à chaque fois que je fais des émissions différentes. Tenez, dans les prochaines semaines, je vais faire une émission avec Francis Huster et avec Karine Le Marchand. Karine m'a raconté des choses qu'elle n'avait jamais racontées avant et Francis Huster également, ses origines polonaises, etc. Et puis là, j'ai enregistré il n'y a pas tellement longtemps Benabar, Bruno Benabar, et j'ai rendu hommage à Michel Delpech. J'ai fait ça avant-hier, ça part dans un mois, je crois, avec la femme de Delpech, avec Barbelivien et avec Obispo qui est venu chanter Delpech. À chaque fois, c'est très différent. Mais je vais de plus en plus faire un travail de mémoire, puisque je suis le plus vieux des anciens ou le plus jeune des vieux. Je fais toujours des retours en arrière pour pas qu'on les oublie. Alors ça fait 28 ans quand même cette année, Vivement Dimanche. Oui. Au final, ça aurait été l'émission que vous auriez présentée le plus longtemps dans votre carrière. J'imagine que ça vous rend fier, que ce soit Vivement Dimanche qui est la plus longue longévité. Oui, et ça se renouvelle tout le temps. D'abord dans Vivement Dimanche, j'ai pu mettre dans la lumière des gens qui ont fait de belles carrières, comme Faustine Bollard qui était avec moi, comme Nicolas Canteloup. Ils sont tous passés, Gueluc également est passé par Vivement Dimanche. Et c'est une chose, je me lasse absolument pas. De toutes vos émissions, laquelle est votre préférée, Michel? S'il y en a une, vous regardez quoi? La prochaine? Pour l'instant, je croyais que vous allez me dire Champs-Élysées, moi, mais non. Champs-Élysées, bien sûr, ça m'a beaucoup marqué puisqu'on a tourné là, à côté. Oui, à côté, oui. Champs-Élysées, oui, Champs-Élysées me laisse un souvenir fort, surtout quand je passe à Gainsbourg et à Whitney Houston. Mais l'émission que je fais en ce moment, Famille, je vous aime, est une émission que j'aime beaucoup. Beaucoup. Parce que c'est la première fois que les artistes acceptent de venir avec leur épouse, leur mère, leur grand-mère, leur frère, leur cousin. Dans la dernière, il y avait toute la famille Souchon, avec toute la famille Woolsey. Donc j'étais très heureux de ça. Et c'est vrai que les émissions que vous animez sont toutes de véritables succès. Vivement Dimanche, c'est encore, et je parle sous votre contrôle, entre 700 000 et 800 000 téléspectateurs pour chaque numéro. Et par les temps qui courent, c'est un exploit. C'est à 13h30 le dimanche, quand on sait maintenant combien il y a de chaînes
et combien il y a De plateformes aussi, oui. de plateformes Bien sûr, à l'heure du déjeuner. Et justement, à ce sujet, est-ce que vous pensez, au regard du déclin de l'audience de la télévision, est-ce que vous pensez que le petit écran va à un moment donné disparaître? Non, mais une chose est sûre, c'est que moi, par exemple, je vais de plus en plus vers YouTube. Ah oui. Je suis sur YouTube associé avec France Télévisions. Oui. Et donc YouTube, c'est déjà une chose différente. Il y a une chose qui va changer quand même, c'est que les grandes messes de 20 heures, je m'aperçois que même si on rentre du travail, avec les ordinateurs et avec les portables, on sait déjà tout. Oui. Tout, ça, avec une vitesse folle. Maintenant, je pense que l'émission linéaire va encore continuer, mais il va y avoir maintenant d'autres façons. Regardez le nombre de Mireille Dumas, YouTube. Oui. Toutes ces archives marchent très bien. Et celles de Thierry Ardisson aussi ont cartonné sur extraordinaire. YouTube. Oui. J'ai été la voir avant-hier, Laurence Boccolini. Oui. Elle est également sur YouTube. Vous n'avez pas envie d'y aller, de créer votre propre compte et de développer des formats sur YouTube? Si, mais c'est en route. C'est en route. Et quels sont les projets alors que vous avez sur cette plateforme? Ben moi, je rêvais de faire Radioscopie. Alors... Mais elle va s'appeler Michel Drucker TV, la chaîne ou... Oui. Oui, d'accord. Ça sera je vous dirai bientôt. Bon, vous me direz, Et d'accord. puis, comme je rêvais du tête-à-tête radiophonique, j'appelais ça télescopie. Voilà. C'est pas mal aussi. Télescopie. Non, Bonne mais idée. j'y suis déjà. Alors, on est dans l'actualité, Michel, On est puisque associé avec France 2. hier, France Télé. dans l'actualité, Stéphane Simon Gomez et Delphine Ernotte ont annoncé la plus importante restructuration de France Télévisions depuis 20 ans, qui fait notamment du streaming, du replay, des réseaux sociaux, la part la plus importante de l'activité du groupe, qui va devenir un média essentiellement numérique. Qu'est-ce que ça vous inspire, Michel, notamment quand Stéphane Simon Gomez dit que cela plaise ou non, la télé linéaire ne sera plus l'usage dominant d'ici 2030. Vous le comprenez? Oui. Il a raison de faire ça maintenant. Et c'est vrai que la télévision linéaire va encore continuer. Mais le numérique maintenant est partout. Mais je pense que la télévision linéaire va continuer encore. Elle aura son public. Par exemple, moi je suis vraiment le représentant d'une émission du service public en linéaire. Oui. Puisque majoritairement mon public est un public de seniors, puisque France 3 est une chaîne plutôt de seniors, surtout le dimanche à 13h30. Donc moi je pense que les seniors ont encore de l'avenir et je pense que les seniors ne sont pas encore totalement familiarisés avec toutes les nouvelles technologies. Mais vous serez à bord de ce train numérique et réseaux sociaux, Michel? Oui, vous y serez? Oui, absolument. D'accord. C'est pas une question d'âge, on y est et vous embarquerez dedans? Pas du tout. Vous savez, quand je vois Hugo Frey qui chante 30 fois par an, il a 96 ans. C'est impressionnant. Quand je vois que... regardez, Alain Duhamel, j'ai lu son interview hier, où il dit qu'il est en semi-retraite. Il va encore rester pour sa dernière présidentielle. Ça fait des années qu'il il a dit qu'il est en retraite. 84 ans, il est formidable. Non, il a eu une expression formidable un jour. Demain, il a dit qu'en parlant de nous sommes des vestiges pittoresques. Pas mal. Il y en a qui ne sont pas des vestiges pittoresques. Je pense à des jeunes talents qui émergent aujourd'hui sur des plateformes telles que YouTube. Je pense notamment à Guillaume Play, qui fait d'une certaine manière aussi aujourd'hui Guillaume Play, grâce à vous, je l'ai connu puisqu'on a fait ensemble la couverture de TV Mag. TV Mag. Guillaume Play, il fait Légende. Oui. Et vous y êtes allé d'ailleurs, vous avez fait une grande interview chez Légende. Mais j'ai vu que Nicolas Sarkozy, il a été en exclusivité. Comment vous avez réagi d'ailleurs quand vous avez découvert que Nicolas Sarkozy accordait sa seule et unique interview de livre à Guillaume Play, qui est un youtubeur d'une certaine manière, c'est pas un animateur de télévision? D'abord, c'est un format Légende où on a le temps, ça dure 2h15, 2h30. Je trouvais ça assez habile et intelligent. Ça, vous aimez bien ça, oui. Donc on a le temps. On a le temps. C'est l'émission la plus longue en ce moment, la télévision numérique. C'est vrai. Moi, j'ai enregistré avec lui 2h30. Il en garde 2h15. Ah oui. Et ça ne m'étonne pas que Nicolas Sarkozy soit allé là-bas. Plutôt qu'un JT de 20h, un talk show, ou même Vivement Dimanche d'ailleurs. Il aurait pu venir chez vous, après tout. Oui, mais je l'ai déjà fait beaucoup. Mais même dans Vivement Dimanche, on n'a pas... Oui, vous n'auriez pas abordé cette partie actualité, forcément. 2h30, c'est considérable. 2h30. Et on ne voit pas le temps passer parce qu'il est très bon, Guillaume Play.
Et c'est vrai que France Télévisions aujourd'hui traverse des périodes assez compliquées. Déjà, il y a le rapport de la Cour des comptes qui pointait du doigt un déficit à 40 millions d'euros. Il y a l'enquête parlementaire aussi sur le fonctionnement et sur le financement de l'audiovisuel public, la neutralité également. Comment vous vivez, vous, cette période qui est assez mouvementée pour France Télévisions et Radio France? Ça met un petit peu mal à l'aise le ton qui est employé là-dedans. Et c'est très compliqué. Ce qu'on demande à France Télévisions, c'est gigantesque. D'ailleurs, il y avait, je crois, dans la presse hier, une interview de ma présidente. Oui, Delphine Ernotte. Delphine Ernotte, oui. Qui disait que ce que la Commission demande est un travail gigantesque. Gigantesque. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est très compliqué. C'est très compliqué et ça met un petit peu mal à l'aise parce qu'il y a un ton un peu inquisiteur. Dans la commission d'enquête, vous trouvez, parlementaire? Qui me gêne un peu. Mais vous qui êtes un enfant du service public, on peut le dire, sur 60 ans de carrière, vous en avez passé 56, il n'y a eu que 4 ans à TF1, je crois. Est-ce que vous pensez que France Télé peut continuer sous cette forme, doit continuer sous cette forme? Est-ce qu'elle peut être privatisée à un moment ou à un autre? Quel est votre avis, Michel? C'est pas impossible, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'on a besoin d'avoir un service public fort. Donc vous souhaiteriez que ça reste public, que l'audiovisuel public existe toujours? On ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas un service public fort face au privé. Mais ça va sans doute beaucoup évoluer. Mais moi, je dois toute ma carrière au service public. Ça fait 63 ans que je fais de la télévision, dont pratiquement 58 dans le service public. Je n'aurais jamais fait ce parcours si je n'avais pas été dans le service public. Et puis il y a des choses que le service public propose que le privé ne peut pas donner. Exemple. Le Tour de France, impossible. Les Jeux Olympiques, pas possible. D'hiver ou d'été. Pour quelle raison? Par rapport au temps d'antenne, c'est ça? Ce serait pas Roland Garros, impossible dans le service public. Et certaines fictions, comme Capitaine Marlowe aussi, que nous ne pourrions pas retrouver. Même si c'est des véritables cartons, ça ne marche pas forcément sur les cibles commerciales. Oui, mais on n'a pas uniquement à s'occuper des cibles commerciales. Le service public s'adresse à tous les publics. Les cibles commerciales qu'on appelait la ménagère de moins de 50 ans, maintenant c'est la responsable des achats. Oui. Moi, je trouve que c'est très important. Bien sûr, il faut avoir des jeunes. Mais moi aussi, quand je programme mes émissions, je sais quel est mon socle. Je sais que 80% de mon public est plutôt senior. Il n'empêche que les seniors, ils ont également des jeunes dans leur entourage. Moi, par exemple, il y a des rappeurs que je croise dans la rue qui me disent « Hey, Michel, viens manger un couscous dimanche à la maison. » Je dis « Comment mais je te connais. » Grâce à ça, parce qu'on va déjeuner chez les parents le dimanche. Donc, c'est ça. Donc, les jeunes, il ne faut pas les négliger. Il y a beaucoup de jeunes qui regardent le service public, beaucoup de jeunes qui regardent le sport déjà. Bien sûr. Mais est-ce qu'il peut y avoir des économies à faire quand on voit par exemple une émission comme Le Grand Échiquier qui coûte très très cher, on sait qu'elle coûte pas loin d'1 million d'euros, qui fait un très faible public? Est-ce que par exemple ça c'est nécessaire? Ou évidemment d'autres le sont, mais pour vous est-ce qu'il y aurait des économies à faire sur les émissions? De toute façon il y aura des économies, c'est ce qu'ont annoncé Delphine Ernotte et Stéphane Sidmon-Gomez sur certaines émissions. Bien sûr, mais on en fait tous d'ailleurs, parce que tous les budgets prochains ont été déjà réduits. Oui. Bien sûr, mais moi je persiste à dire que il ne faut pas non plus enlever trop de budget au service public, parce qu'on ne peut pas faire une émission uniquement avec 2 chaises. Ça coûte cher aussi la télévision. Alors on parlait de privatisation ou éventuellement de rester un service public, mais il y a peut-être une troisième possibilité, c'est-à-dire la disparition pure et simple. Vous pensez que le service public peut disparaître un jour complètement? Non. Ça me paraît pas possible. Non, pour vous c'est impossible. Ah non, impossible. Michel. D'ailleurs, le ministre de la Culture, Rachida Dati, a dit l'autre jour qu'elle était pour maintenir un service public fort. Rachida Dati qui sera l'invité du Figaro TV aussi dans Bienvenue en Ile-de-France. Posez-lui la question, vous verrez. On va lui poser la question. Alors c'est vrai qu'il y a le classement des personnalités télé préférées des Français qui a été dévoilé là il y a quelques semaines seulement, et c'est Cyril Ferraud qui remporte la médaille d'or. Cyril Ferraud que vous adorez, que vous aimez d'ailleurs, vous avez... Je suis son fan. Vous êtes son fan, et vous avez même d'ailleurs déclaré à notre micro que vous pensiez que ça allait être lui, votre successeur. Ça vous a pas étonné que ce soit lui l'animateur préféré des Français? Non, pas du tout. Il est vraiment doué, il fait ça avec une facilité déconcertante. Toutes ces émissions font un carton, y compris à 20h30. Je ne sais pas comment il fait pour tout faire d'ailleurs. Non, mais il est objectivement, c'est le plus doué de sa génération. Vraiment. Et puis, il y a également des femmes qui sont très douées dans le service public. Il y a des nouveaux visages. Ça, c'est beaucoup. Qui a été 2 fois Faustine, bien sûr. Faustine, et puis ça s'est beaucoup féminisé. Il y a beaucoup. Quand vous regardez les chaînes d'infos continues, il y a une majorité de femmes.
C'est vrai. Alors, Il y a Léla Kadour qui est très très bien, brillante. en regardant le classement... Et Léa Salamé, évidemment. Oui, des 50 personnalités, vous êtes toujours là. Vous êtes 34e. Est-ce que ça vous surprend toujours, 60 ans après vos débuts, d'être toujours dans les personnalités préférées? C'est incroyable, en fait. Ben oui, d'ailleurs, c'est cette fidélité du public qui n'arrête pas de me toucher vraiment. Mais ça me fait plaisir quand je suis arrivé tout à l'heure ici avec le taxi, que le taxi me demande est-ce qu'on peut faire un selfie. J'ai vu, vous avez fait un selfie avec le chauffeur de taxi, oui, c'est vrai. Et qui me dit j'ai grandi avec vous, etc. Alors, ça me touche beaucoup parce que moi, il y a une chose qu'on ne peut pas me reprocher, et ça, je suis très sincère, c'est que j'aime profondément les gens. C'est vrai. Mon père était un petit médecin de campagne, il aimait les gens, et quand on aime les gens, je pense que les gens le remarquent. On ne peut pas faire notre métier si on n'aime pas les gens. Bah, il suffit de voir, regarder tous les gens qui vous regardent aujourd'hui, Michel. Hein, non, mais ils sont venus pour vous. Non, on est sûr que c'est pour vous. On dit, ah, Damien, un selfie. J'ai entendu Nicolas Voller, un selfie. Michel, c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de votre émission Famille Je vous aime, on a évoqué Vivement Dimanche. Est-ce qu'il y a d'autres émissions qui vont arriver au cours des prochains mois, des émissions inédites que vous avez tournées ou que vous tournerez? Je vais faire un spécial avec car je les aime beaucoup, avec les Baudins. Ah oui. J'ai jamais fait un Vivement Dimanche avec les Baudins. Je vais rendre hommage, dès que je pourrai, à Jacques Villeray, parce qu'on ne parle plus de lui, qui était un véritable génie. Je vais continuer à être un peu la mémoire de ce métier. Je prépare d'autres familles Je vous aime, avec d'autres familles, d'autres membres de ces familles célèbres. Ils acceptent tous de venir ou il y a des réticences à l'idée de dévoiler aussi une forme d'intimité? J'ai une collaboratrice qui est la programmatrice de mon émission qui s'appelle Florence Fessa. Oui. Et Florence Fessa me disait toujours, Michel, vous connaissez tellement bien les familles des artistes, pourquoi vous ne faites pas une émission? Et elle vous a suggéré l'émission, Florence. C'est elle qui est à l'origine de ça. Oui. Moi, j'ai appelé ça Famille Je vous aime. Et puis, on l'a lancé. On a fait la première, c'était la saison dernière. La chaîne a beaucoup aimé. Ils m'en demandent beaucoup. C'est difficile à faire. C'est une longue préparation. Mais Famille Je vous aime, ça tient beaucoup. Et puis, j'ai d'autres émissions que je vais faire. Je vais faire une émission avec Mathilde Seigné prochainement, avec Michel Boujna. Ils sont tous dans l'actualité. Et lequel vous rêveriez d'avoir avec sa famille au grand complet, qui serait difficile, par exemple, mais que vous aimeriez avoir par-dessus tout? Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, par exemple. Je ferai également... Je vous donne des gens difficiles, hein, évidemment. Avant que j'oublie, je vais faire un hommage à Brigitte Bardot, bientôt, parce que j'ai fait un Vivement Dimanche qui n'est jamais passé avec elle, que j'ai enregistré dans l'hôtel où elle a tourné Et Dieu créa la femme. Sinon, avec qui j'aimerais... avec qui j'aimerais? Bonne question, ça. Difficile. Il vous reste 10 secondes, Michel, avant qu'on rende l'antenne. Jean-Jacques Goldman, ça semble impossible, mais Céline Dion, vous la connaissez un peu. Céline, bien sûr. Céline, oui. Je la connaissais par cœur, évidemment, mais Céline, j'aimerais bien la recevoir en ce moment pour montrer qu'elle a retrouvé la pêche, puisqu'il est question qu'elle revienne sur scène. Oui. Absolument. Damien, c'est terminé. Malheureusement. C'était notre dernier au Grand Palais. Merci beaucoup, Michel Drucker, d'être venu nous voir. Je rappelle qu'on vous retrouve le dimanche 25 janvier. Merci à tous, le public, pour le retour de Vivement Dimanche. Et on se revoit au tricentenaire du Figaro, hein, si vous êtes d'accord. Damien, on sera là de retour dès lundi. Le tricentenaire du Figaro, je serai là. Oui. Avec un nouveau déambulateur en titane. Absolument. On sera de retour dès lundi, notre studio habituel. D'ici là, prenez soin de vous. Merci de votre fidélité. Et merci encore à tous d'avoir été là aujourd'hui.